Europe 1. 10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. C'est votre grand rendez-vous. Bonjour à vous Arnaud Montebourg. Bonjour Madame Mabrouk. Merci de nous accompagner pour vous interroger. À mes côtés, Nicolas Barré Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bobcoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors Arnaud Montebourg, vous promettez la remontada de la France. Une remontada qui doit passer selon vous par la reconquête de notre souveraineté. Vous nous direz quelle est votre méthode. Comment reconquérir cette souveraineté tout en restant dans l'Europe. Quelle vision opposez-vous également à Éric Zemmour qui prône aussi cette même reconquête de notre destinée. Et justement, au sujet d'Éric Zemmour, Arnaud Montebourg, un humoriste, ou plutôt quelqu'un qui se dit humoriste, Gaëtan Matisse, a affirmé, je cite, « Si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bookerais le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015 afin d'y organiser une soirée rencontre entre Éric Zemmour et son public. Il y a eu une avalanche de réactions outrées sur les réseaux sociaux. Ce pseudo-humoriste parle d'une blague qui l'a légèrement dépassée. Vous n'avez pas encore réagi. Comment vous qualifiez cela ? D'abord, je pense qu'il va falloir maintenant qu'on revienne à un débat constructif dans ce pays, c'est-à-dire où on échange des arguments, non pas des invectives. On essaie de comprendre ce qui se passe dans ce pays et pourquoi nous sommes arrivés à un niveau d'affaissement, d'appauvrissement des Français, d'affaissement de notre pays, qui nécessite que nous nous unissions vers un destin commun. Et donc, évidemment, quand nous voyons arriver une sorte de télévangéliste comme M. Zemmour, dont finalement le seul programme, si on le résume, c'est les Arabes à la mer, parce qu'en fait c'est exactement ça. Son projet, c'est un... à la mer. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas dans la caricature, là, vous êtes dans le débat d'idées. Si je résume, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous proposez la nation ethnique pour la France, qui est une nation politique et civique, c'est-à-dire où vous vous mettez à décider en fonction, non pas de ce que vous êtes, mais de ce que vous voulez faire. L'unification par ce qu'on est, l'établissement, par exemple, c'est la proposition Zemmour du droit du sang et l'abandon du droit du sol qui existe depuis François Ier. François Ier a créé le droit du sol, ça a été conforté par la Révolution française, le Second Empire, la Troisième République. Mais vous n'avez pas réagi à ce que je vous ai cité, à ce qu'a dit. Non, mais c'est important. L'appel au massacre de Zemmour et de ses partisans, c'est une blague comme une autre. Il faut condamner tout ce qui est d'une violence condamnable. Et c'en est une. C'est un propos condamnable. Donc maintenant qu'on l'a condamné, ce qui ne pose aucun problème à quiconque, nous avons besoin de discuter et de déconstruire ce qu'est la proposition, le projet Zemmour. C'est un projet d'affrontement dans le pays. Donc c'est pas un projet de reconstruction et de remontada. C'est plutôt un projet de destruction de notre unité nationale qui est déjà bien mise à mal. Alors, vous en appelez un usage raisonnable et raisonné des arguments, ce que tous entendront. Lorsqu'on présente Zemmour au fil des dernières semaines, on parle de Radio Kaboul, donc on le talibanise. On le nazifie, on parle de peste brune. Hier, Olivier Faure le fascise, en le traitant de fasciste. Est-ce que vous considérez que de telles formules utilisées relèvent de l'argumentation légitime ou est-ce qu'on n'est pas dans une logique de diabolisation ? Vous avez un problème avec la proposition Zemmour, c'est qu'il a fait la réhabilitation du maréchal Pétain et la dénaturalisation, de la politique de dénaturalisation des Juifs français que, d'ailleurs, ce régime a livré aux Allemands, y compris les enfants, d'ailleurs. Et cette réhabilitation, elle a un sens pour lui. C'est qu'il défend, en vérité, le retour à une espèce de race française imaginaire qui n'existe pas. Vous savez pourquoi ? Parce que la France, c'est un cul-de-sac. Toutes les vagues migratoires sont arrêtées en France, il y avait la mer. Il y a des pays qui ont construit leur unité. Par exemple, l'Allemagne, c'est une nation beaucoup plus ethnique que la France. Elle a construit comme ça. Il y a des pays qui ont fait ça. Mais la France, elle a toujours construit son unité sur la politique et les choix communs. Et c'est ça le problème. Cette remise en question... Attendez, je termine, c'est un point important. Cette remise en question réouvre les guerres de religion. Dans le pays de la Saint-Barthélemy, quand on commence à dire « ceux-là ne sont pas bons, ceux-là sont bons », excusez-moi, ma mère s'appelle Leïla, M. Bobcoté. Mon grand-père s'appelle Khamlich, c'est un arabe d'Algérie. Comme on dit dans ma famille, on est des nous-nous, 50-50. Pourquoi ? Parce que la France, c'est ça. Mais, donc ma mère, quand on lui dit, comme des millions de Français, on lui dit votre prénom ne vaut rien, il faut que vous appeliez Corinne ou Sophie. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a là une forme d'injure ? Monsieur Montebourg, pour comprendre... D'injure à
ce qu'on est. C'est-à-dire que ma mère a été prof. Attendez, Madame Mabrouk, c'est très important. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que je dis et je voudrais pouvoir l'exprimer. Ma mère, elle a enseigné à des Français, elle était professeure de collège. Et elle a 83 ans aujourd'hui. Et vous avez des dizaines de ses anciens élèves qui la remercient de ce qu'elle a fait. Donc, vous voyez bien que la France, ce n'est pas une sorte de nation ethnique imaginaire. C'est une nation politique, on se rassemble et s'unit. Et il est vrai que le système d'intégration, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Alors justement, je voulais en venir à ce point. Est-ce que, pour comprendre comment vous appréhendez Éric Zemmour, et puis nous allons progresser, est-ce que vous estimez qu'il est raciste de dire qu'un certain nombre de Français ne se sentent pas chez eux? Est-ce que c'est raciste de dire que les Français, parfois, se sentent étrangers chez eux? Non, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays qu'il faut regarder les yeux ouverts. On a un problème avec l'immigration qui n'est pas contrôlée. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, il n'y a pas d'administration de l'intégration. Aujourd'hui, vous avez droit à vos papiers ou pas vos papiers, et puis on vous laisse. On ne vous demande pas d'apprendre le français, d'adhérer aux valeurs de la société française. Non, on ne vous demande pas de faire des progrès sur l'apprentissage du français. On ne se préoccupe pas vraiment de savoir si vous êtes bien logé, d'avoir des ressources, etc. Et pourtant, on a besoin d'immigration. Donc là-dessus, dans notre pays. Par exemple, que feraient les Corses pour leur récolte de clémentines s'ils n'avaient pas les Marocains? Que ferait le boulanger de Besançon qui avait besoin d'un petit mitron qui venait d'Afrique parce qu'il n'arrivait pas à faire tourner sa boulangerie? Mais c'est pas de cela dont on parle, Arnaud Montebourg, vous savez bien. Là, vous nous prenez des exemples. C'est tout le problème. Est-ce que l'assimilation fonctionne aujourd'hui? Est-ce que la machine à intégrer et assimiler fonctionne en France? La machine à intégrer, c'est-à-dire l'école, la fin du service militaire que je veux rétablir. Pourquoi? Le service militaire civil et militaire. C'est-à-dire ce qu'on donne à la nation, le lieu, le creuset où on se mélange, où on s'unit, finalement. Moi, je l'ai fait, c'était il y a longtemps, mais toutes les jeunes générations ne savent pas ce que c'est. Donc, quand l'école aujourd'hui est en panne avec des ghettos scolaires, un effondrement du niveau, l'ascenseur social scolaire ne fonctionne plus, mais où sont les espérances? Donc ça, c'est la responsabilité de la République de faire marcher la machine à intégrer. Elle a toujours fonctionné, et là, elle est en panne, monsieur Bocoté. J'approuve votre point. Vous partagez ça fait quand même maintenant quelques décennies que ça va très mal. Vous avez des territoires, je vais terminer, monsieur Barret, vous avez des territoires aujourd'hui où la République a disparu. Et d'ailleurs, les services publics, où sont-ils? Arnaud Montebourg, vous allez plus loin. Vous avez déclaré que la peur, je vous cite, la peur du grand remplacement est peut-être irrationnelle, mais elle correspond à un certain nombre de phénomènes. Donc vous ne contestez pas cette peur, entre guillemets, du grand remplacement. Si M. Zemmour, qui n'a absolument aucune aptitude pour exercer des fonctions aussi difficiles, président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais dirigé personne de sa vie, il n'a jamais été élu, il n'a pas monté une seule entreprise. Qu'a-t-il fait de sa vie à part, j'allais dire, parler sur les plateaux? C'est très bien, il en faut. Mais je ne pense pas que pour diriger un pays comme la France, 328 milliards de budget, il suffit de savoir parler sur les plateaux. Si vous me passez cette expression, même si c'est un métier honorable. Mais les Français ont vu passer tant de politiques qui sont passés par ce parcours et qui n'ont pas réussi. Je ne l'ignore pas. Je ne sais pas si c'est le meilleur argument. Non, mais je n'ai pas dit que c'était l'argument. Je vous dis que ça fait partie du problème. Donc, si ce monsieur en est là, et donc c'est qu'il y a en effet une peur dans ce pays. Mais cette peur, il faut l'affronter et il faut la traiter. Et je considère qu'en effet, il y a un certain nombre de territoires qui sont entre les mains des voyous, et quand ce ne sont pas de salafistes, ça existe. Donc, puisque ça existe, il faut le traiter. C'est une des raisons pour lesquelles je considère que la loi de 1905, qui est une loi fondamentale, qui nous permet d'exiger que tous ceux qui utilisent la religion à des fins politiques, qui veulent intervenir dans le champ politique, dans l'intérêt public, doivent être combattus. Mais donc vous partagez une partie de son diagnostic, finalement. La question, en vérité, pour moi, elle est celle de la façon dont la République doit se renforcer. Elle ne peut pas mettre sous le tapis les problèmes. Mais ça n'est pas possible. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on le dit. La question, c'est comment on le fait aujourd'hui, M. Montebourg. Ce que vous dites, alors ma proposition est très simple. Il faut réinvestir d'abord dans la chaîne des services publics, police-justice, école. Très important, l'école. Elle est à l'abandon, l'école. Les professeurs se sentent maltraités. Il n'y a plus aujourd'hui, quand je dis maltraités, et même abandonnés par la nation. Vous avez une baguette magique pour décréter l'autorité ? Je pense que déjà, renforcer les professeurs, mettre plus d'adultes devant les élèves
dans la période scolaire, améliorer le soutien individualisé aux élèves. Tout ça, c'est un projet que beaucoup à la fois de syndicalistes, de professeurs ont en tête, qu'ils n'obtiennent jamais de leur ministère successif. Mais ça a été un peu engagé sous ce quinquennat, malgré tout. Le budget a augmenté, le nombre de professeurs a également augmenté. Je vais même vous dire, dans ce quinquennat, la division des classes par deux, dans certaines zones, je vais etc. même vous dire, il y a un rapport qui n'a pas été publié par le ministère de l'Éducation nationale sur le dédoublement des classes, qui n'a pas d'effet. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet, c'est la formation des profs. C'est un sujet fondamental. Les profs eux-mêmes estiment qu'ils ne sont pas suffisamment outillés pour faire face à des situations de crise. Je vais peut-être vous choquer, mais je vous assure, Éric Zemmour était là il y a 2 dimanches, pas sur les solutions, mais sur le diagnostic. Vous tenez exactement les mêmes propos. Oui, tiens, les mêmes propos, ça dépend de vous le voyez, mais reconnaissez qu'une partie du diagnostic... Je ne vais pas vous dire que l'école est en pleine forme, et si M. Zemmour le pense, écoutez, moi ça ne me gêne pas de le penser. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui l'unité nationale est mise à mal. Je suis désolé. Le service et le rétablissement du service national, civil et militaire, c'est un projet pour la nation dont nous avons besoin. Et il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires, notamment de hauts gradés de l'armée, qui m'aident discrètement, dans le respect de leur devoir de réserve, à travailler sur ce projet magnifique. Donc nous avons, je crois, des réponses républicaines. Et il n'est pas besoin d'avoir un programme, pour moi, de guerre civile. Mais guerre civile. Oui, c'est un programme de guerre civile. À partir du moment où vous dites, lui, on n'en veut pas parce qu'il a le mauvais prénom, et donc on va faire le tri entre les Français. Donc on va avoir une administration zemmourienne du tri sélectif entre les bons et les mauvais Français. Guerre civile, fascisme, répulsion. Je tiens à vous dire que pour vos propos d'il y a quelques jours sur le fait qu'il y a des peurs légitimes liées au fait que des quartiers sont dans une situation de sécession aujourd'hui, on vous a accusé d'être zémourisé intellectuellement. Donc, on vous a extrême droitisé, c'était votre tour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des grands problèmes en ce pays, c'est la manie d'utiliser sans cesse des références à la Deuxième Guerre mondiale, au racisme, à l'extrême droite, lorsque vient le temps de nommer la question de la fragmentation du pays, des questions liées à l'immigration? Ce n'est pas moi qui ai réhabilité le maréchal Pétain, dont je rappelle qu'il a été condamné à mort, à l'indignité nationale, et c'est bien confisqué par la Haute Cour de justice à la Libération. Ce n'est pas moi qui ai réhabilité le maréchal Pétain. Ce n'est pas moi qui, par ailleurs, a une proximité avec Jean-Marie Le Pen, qui, je le rappelle, a fait l'éloge de la Gestapo. Je le rappelle. Je l'ai dit à sa fille, quand j'ai fait un débat. Avec elle, j'étais au gouvernement. Le père Le Pen m'a fait un procès, je l'ai gagné, et le tribunal a dit, c'est exact, il a fait l'éloge de la Gestapo. Ce sont ces gens-là qu'on veut nous ramener dans les fourgons du zémourisme, M. Boccoté. Et vous m'accusez de quoi, là? Je vous accuse de rien. Alors, pourquoi c'est la guerre civile? Mais parce qu'on a déjà connu des périodes de guerre civile. Vichy, c'était la guerre civile. La guerre d'Algérie, c'était la guerre civile. Il a fallu des pacificateurs, M. Boccoté. Vous croyez que la France est un pays... Vous êtes un pacificateur en ce moment? Je dis les 4% français qui sont tentés par Zemmour en ce moment... Eh bien, je leur dis de réfléchir. Je leur dis de réfléchir aux conséquences de leur acte. Voilà ce que je leur dis. Et je leur demande, en toute sincérité, d'un citoyen à un autre. Je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Je n'ai pas de responsabilité publique. Je suis entré dans cette campagne. J'ai quitté mes entreprises. Enfin, pas tout à fait, parce que je ne suis pas payé à faire de la politique. J'ai quitté mes ruches pour pas entrer dans ce débat, parce que je ne veux pas, je veux que M. Macron quitte le pouvoir. Il est urgent de le mettre hors d'état de nuire, parce qu'il nuit à la France. Et je ne veux pas qu'il soit remplacé par l'extrême droite. Mais comment, Arnaud Montebourg, on va marquer une pause, comment? Parce qu'il y a, et c'est le plus intéressant, le débat d'idées. Vous, malgré tout, vous prenez la même chose sur la souveraineté. C'est un point essentiel dont nous allons parler. On marque une pause et on se retrouve avec plaisir, entouré de Mathieu Boccoté, Nicolas Barré, notre invité Arnaud Montebourg sur Europe 1 et CNews. Et notre invité en ce dimanche, c'est le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg. Cette semaine, la Cour suprême polonaise s'est prononcée contre la primauté du droit européen sur la Constitution nationale. C'est une affirmation claire de la supériorité de ces lois sur les décisions européennes. Arnaud Montebourg, est-ce que la Pologne, c'est désormais l'exemple à suivre pour vous? Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais et les décisions qu'il prend. Pas plus que pour les Hongrois. D'ailleurs, c'est... finalement la décision démocratique des Polonais que de choisir le gouvernement qu'ils veulent. Non, ce qui est intéressant... Merci de le reconnaître. Mais ça fait partie... Non, mais c'est mieux de le dire. Oui, oui. Non, parce que l'Union européenne a toujours considéré que les traités étaient supérieurs aux décisions démocratiques. Je rappelle que nous avons voté en France
en 2005. Un référendum a refusé le traité constitutionnel européen et le traité de Lisbonne a décidé du contraire. Et le Parlement a pris une décision contraire au référendum. Donc, vous voyez bien que le rapport de l'Union européenne avec la démocratie est particulièrement problématique. Ma proposition... Ma question. Est-ce que la Pologne est l'exemple à suivre ? Je crois que l'affirmation qu'une constitution, c'est-à-dire la souveraineté nationale exprimée à travers le suffrage populaire, c'est ça une constitution démocratique, est supérieure et doit être supérieure dans le degré qu'elle souhaite aux décisions qui sont prises par l'Union européenne, pour moi, c'est une évidence, presque une lapalissade. D'ailleurs, les traités européens n'annulent pas les constitutions européennes, contrairement à ce que la Commission européenne, a affirmé hier contre la décision du tribunal constitutionnel polonais. Donc les Polonais font ce qu'il faut faire. Mais les Allemands ont dit la même chose. Les Polonais décident ce qu'ils veulent. Moi, je voudrais vous dire, je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais. Néanmoins, non mais c'est important. Néanmoins, le fait qu'un État membre aujourd'hui veuille réaffirmer la suprématie de sa loi nationale me paraît être le chemin que la France doit emprunter. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, ne marche pas. Elle ne fonctionne pas. Elle n'a pas rempli ses promesses. Il faut reprendre quand même toutes les promesses de Lisbonne, tout ce qui a été raconté aux Européens. Elle ne fonctionne pas. D'ailleurs, elle ne nous protège pas. Elle ne nous protège pas contre la montée des empires, les GAFAM américains, la puissance chinoise de l'autre. Où est passée l'Europe ? Mais le diagnostic est là. Mais comment faire en France aujourd'hui pour restaurer la souveraineté nationale comme principe premier ? J'y viens. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce que l'Europe va enfin s'occuper des choses qui nous concernent tous, nous les Européens, c'est-à-dire les risques que finalement l'Union européenne devienne le champ de bataille de la bataille des empires Chine et Amérique, et que finalement elle nous laisse, nous les États membres, quand je dis nous, c'est-à-dire finalement les peuples européens, décidants. Le diagnostic est là, comment ? Je voudrais terminer juste exprimer ma position sur la France. Je pense que, par exemple, je prends un exemple, quand l'Union européenne nous oblige à privatiser nos barrages, de quoi elle se mêle ? Quand elle veut démanteler EDF, de quoi elle se mêle ? La méthode Montebourg. Quand vous êtes en train de noyer dans le miel. Non, je ne vais pas vous noyer dans le miel, d'abord parce qu'on ne s'y noie pas, on le déguste, oui, mais nous, ça n'a rien à voir. Quelle est votre méthode ? Dernier exemple en date, nous avons sauvé Air France. On a mis 7 milliards sur la table. La Commission européenne a dit vous avez le droit de sauver Air France, mais à la condition que les créneaux d'atterrissage et de décollage à Orly soient livrés aux concurrents des compagnies anglo-saxonnes low cost. De quoi on se mêle ? Orly, c'est chez nous. On est d'accord, répondez-nous. Ma proposition est la suivante. Oui. Ne soyez pas impatients. C'est le plus important. Ma proposition est la suivante. Je considère que la Constitution doit rappeler, dans son article 88, que quand l'intérêt national l'exige, les lois européennes peuvent accepter d'être inférieures aux lois nationales. Quand l'intérêt national l'exige. Oui, c'est-à-dire... C'est vaste. Il faut que ce soit vaste. D'ailleurs, cette proposition, c'est une proposition que Michel Barnier lui-même défend. En matière migratoire, moi je le fais en toute matière. J'ai même vu que Xavier Bertrand, lui aussi, avait repris cette proposition. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de sauver l'Europe si on ne veut pas qu'elle parte en morceaux. On ne peut pas passer la toise à tous les peuples européens, à leurs décisions et leurs aspirations. Comment vous faites ça sans sortir de l'Union européenne, justement ? Parce que c'est le cas de la Pologne. Est-ce que la logique, c'est pas d'aller jusqu'au bout ? Je ne crois pas que... Mais pourquoi voulez-vous qu'on sorte de l'Union européenne ? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que la logique, c'est pas d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de dire, dans ces cas-là, on quitte l'Union européenne ? Mais je ne vois pas... Si les Polonais ne veulent pas... Mais non, mais ça, c'est le chantage exercé par la Commission européenne que vous reprenez à votre compte, M. Barret. En fait, il est parfaitement possible sur quelques points qui sont stratégiques, par exemple le droit de la commande publique, par exemple le service public. Justice, en l'occurrence. Mais la justice a une vision. L'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Laquelle ? C'est en Pologne. Le sujet, c'est l'indépendance de la justice. Oui, sujet qui a déclenché cette affaire. Ça concerne les Polonais, je vais vous dire. De même que nous, quand on défend nos services publics, excusez-moi, c'est pas un petit sujet, quand on subit les conséquences d'une directive travailleurs détachés qui organise le dumping social à domicile dans le BTP, le transport chez nous, on a des choses à corriger. Arnaud Montebourg, c'est très intéressant. Vous dites, et j'ai noté, quand l'intérêt national
l'exige en réalité, on a le droit à la primauté finalement de notre droit sur les règles européennes. Mais alors pardonnez-moi, mais les Polonais vont vous dire, eh bien notre justice, c'est l'intérêt national, donc on a droit. Vous allez ainsi mettre le doigt dans une sorte d'engrenage. Chaque pays va vous dire, nous, c'est notre intérêt national. Où est-ce que ça s'arrête à un moment ? Mais c'est très bien que ce soit comme ça. Ça s'appelle une restructuration de l'Union européenne. Vous C'est-à-dire, je peux terminer mes phrases, ça serait pas mal, parce que c'est quand même un sujet difficile. Donc, ce que vous appelez éparpillement, en vérité, c'est une restructuration de l'Union européenne. C'est-à-dire une façon d'accepter que les États-nations cohabitent avec leurs aspirations qui sont différentes, et qu'il n'y ait pas cette espèce de système d'intégration juridico-politique qui met la toise sur tous les peuples, et qui les empêche d'aimer l'Europe. Donc et il de faut changer soutenir complètement tous les traités, dans ce cas-là. Mais en vérité, les traités sont déjà suspendus avec le Covid. Il n'y en a pas un qui fonctionne. D'ailleurs, les traités, où est-ce qu'ils sont, les traités ? Ils ont été, d'abord, n'ont aucune légitimité en France, puisque les Français ont voté contre. Déjà. On a été bien gentils de les accepter. Monsieur Montebourg, le Covid va se terminer, donc ne prenez pas l'exemple d'une période exceptionnelle. Vous, président, que faites-vous par rapport à ces traités ? Mais les traités n'ont aucune valeur pour les Français. Aucune valeur pour les Français. D'ailleurs, ils n'ont aucune valeur pour la Banque Centrale Européenne qui les piétine tous les jours, la Commission Européenne qui choisit ce qui l'intéresse contre tel autre. Donc en fait, c'est des orientations politiques que l'Union Européenne veut faire prévaloir. Jusqu'au bout du raisonnement. Donc ma proposition... Dans ce cas-là, c'est la sortie de l'Union Européenne. Non, mais ça, c'est votre délire, monsieur Barré. Excusez-moi. Si, c'est votre délire et celui de la Commission Européenne. Mais il n'y a pas de bout de raisonnement. Je vais vous dire, il n'y a pas de bout de raisonnement. Je constate. Mais on va devoir... candidat de la gauche souverainiste? Attendez, je ne peux pas répondre à 3 questions en même temps. Je vais déjà faire, M. Barré, après j'irai sur vous. Poursuivez votre exposé, professeur. Non, c'est pas professeur, c'est que j'ai besoin d'exprimer ma position. Ça n'a aucun rapport avec un abandon des traités. Les traités sont très relatifs, comme vous l'avez compris. C'est juste que les États membres vont pouvoir, j'allais dire, organiser leur politique comme ils le souhaitent, sans d'ailleurs que l'Union européenne soit mise à mal. L'Europe, elle doit s'occuper de l'extérieur. Et nous, on va s'occuper de l'intérieur. Vous prenez le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire, vous prenez le financement de l'Union européenne, comme le fait la Pologne, mais vous... Alors là, Madame Mabrouk, je vous arrête tout de suite, parce que c'est nous qui finançons l'Union européenne. C'est nous tous. Non, c'est nous. Pas que nous, c'est qui? Parce que nous, on est contributeurs nets. Ah, voilà. Donc, c'est pas... Nous, on prend rien du tout. Donc, nous, on finance les autres. Donc c'est ça que vous mettez sur la table. Exactement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Exactement. Nous payons, nous avons la 2e contribution de l'Union européenne, et nous payons le fonctionnement de l'Union européenne. Enfin, là, et vous croyez qu'on peut, comme cela, faire intrusion permanente dans la vie, dans la vie domestique des nations. On va recevoir 40 milliards de l'Union européenne, quand même. Pardon ? On va recevoir 40 milliards de l'Union européenne, là, pour le plan de relance. Ah oui, puis on doit en rembourser 67. 40 milliards. Mais monsieur Barré, pourquoi vous ne continuez pas votre raisonnement ? Vous savez très bien qu'on va recevoir 40 milliards. D'ailleurs, sous conditionnalité de faire la réforme des retraites, ça ne les concerne pas, la réforme des retraites. Ils ne sont pas concernés par notre modèle social. C'est pas dans les compétences de l'Union européenne, mais ils conditionnent les 40 milliards. Et en plus, monsieur Barré, nous allons devoir rembourser 67. Franchement, je leur laisse leurs 40 milliards. Si c'est pour rembourser 27 de plus. On va marquer une pause. Qu'est-ce que vous racontez ? Monsieur Montebourg, une pause sur Europe 1 et CNews, et on laissera Mathieu Bock-Côté vous poser la question qu'il brûle d'impatience de vous poser. Pourquoi vous n'assumez pas d'être souverainiste ? La réponse après la pause. À tout de suite. Et pour ce dimanche, l'invité, c'est le candidat à la présidentielle, très en verve, comme à son habitude, Arnaud Montebourg. Et c'est Mathieu Bock-Côté qui vous pose la première question de cette partie-là. Alors, vous incarnez, depuis le début de cet échange, une position souverainiste. On disait, pour reprendre le terme classique en France pour parler de ces questions. Sur la question européenne, et sur la question européenne seulement, vous sentez-vous plus proche de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est une question... Politiquement, tout à fait concrète. Je suis déjà très très proche de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais si on veut vous décentrer de vous. Je considère, si vous voulez, que d'un côté, vous avez un libéral mondialisateur, Eurobéa, c'est M. Macron, et du côté du groupe Zemmour-Le Pen, vous avez des ethnicistes destructeurs. C'est pas la question que je vous ai posée. Oui, mais moi je vous réponds comme ça. Mais alors maintenant, je vais vous répondre. Sur le plan politique, sur le plan de l'Europe, vous vous sentez plus proche de Marine Le Pen qu'une position souverainiste semblable à la vôtre ou d'Emmanuel Macron ? Je défends mes positions et je n'ai pas de référent. C'est une proposition politique que je formule. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure le problème de la politique, c'est les coalitions. Je vous ai dit tout à l'heure que Michel Barnier défendait la proposition que je fais, que M. Bertrand aussi. Voilà, que le tribunal de Karlsruhe allemand avait défendu cette proposition, et maintenant le tribunal constitutionnel polonais. Donc vous voyez, et M. Barnier n'est, je crois,
pas du tout quelqu'un qui soit éloigné de la préoccupation européenne. Que d'éloges sur M. Barnier. Ça fait 3 fois que vous le citez. donc Oui, Merci, je le cite. peut-être. Pourquoi je le cite? Parce Vous qu'il êtes proche était de tout le commissaire monde, européen et qu'il a vu de l'intérieur les dégâts que faisait cette Europe. Alors maintenant, si votre question c'est... Êtes-vous souverainiste? La question aussi, est-ce que je suis souverainiste? Je veux dire, j'ai envie de vous répondre tout à fait simplement en vous disant, je suis souverainiste comme tous les pays du monde défendent la souveraineté de leur pays. D'ailleurs, c'est Hubert Védrine qui disait, tous les pays du monde sont souverainistes, sauf les pays d'Europe Mais pourquoi c'est occidentale. tabou de se déclarer Mais souverainiste? je vais pas l'enlever. Je ne suis pas un Frexiteur. Mais je pense que la part de la souveraineté nationale dans l'Union européenne doit être maintenant désormais admise pour pouvoir sauver l'Europe, pour faire en sorte que cette Europe puisse se porter sur les confins, la guerre économique mondiale dont nous avons besoin, et qu'elle nous fiche la paix à la maison, si j'ai envie de vous dire. Justement, revenons à la maison, si je puis dire, et en France. Vous voulez représenter, Arnaud Montebourg, dites-vous, la France des sous-préfectures. Autrement dit, cette France des invisibles, théorisée notamment par Christophe Guilluy, écrasée économiquement, mais débordante d'envie, dites-vous. Mais pourquoi cette France-là, si elle nous écoute, voterait pour Arnaud Montebourg plutôt que pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour? D'abord, j'y suis né. Je suis né dans une sous-préfecture, à Clamecy, dans la Nièvre. J'y ai vécu. J'ai été élu pendant 18 ans dans une autre sous-préfecture, à Louhans, en Saône-et-Loire. J'ai vécu la dégringolade de ces territoires. Pas seulement l'agriculture, mais aussi les commerces, les services publics, les petites villes devenues fantômes, moi, me brisent le cœur. À louer, à vendre, à louer, à vendre dans les rues principales, avec une baisse de population, la diagonale du vide. Et pendant ce temps-là, les métropoles ont pris le pouvoir. Elles ont les sièges sociaux, l'argent, les médias, les élus de poids. Et cette France-là, pour moi, est abandonnée. Donc moi, j'en viens. Elle m'a fait vibrer. Je lui suis resté fidèle. Les entreprises que j'ai créées, je les ai créées dans des petites villes de province. Et je reste un entrepreneur, d'ailleurs, attaché à cette France-là. Avec une proposition concrète, dites-vous, vous souhaitez, et on va s'y arrêter avec Mathieu et Nicolas, vous souhaitez que l'État, Arnaud Montebourg, rachète 1 million de logements vides, donc dans ces zones, qui seraient ensuite cédés gratuitement aux habitants qui s'engageraient ainsi à les réhabiliter. Alors vous nous voyez venir. Moi j'ai envie de savoir combien ça coûte. Oui, vous avez raison de poser la question. C'est surtout combien merci. ça va rapporter aussi. Mais Vous devriez vous poser la question. La première partie. Ça ne va pas coûter grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien vacant. C'est gratis. Non, c'est pas gratis. C'est même un effort de la part de la personne qui va se voir attribuer. Ça a super fonctionné en Italie du Sud, où les collectivités locales ont donné pour 1 euro des maisons abandonnées. Et les Romains, les Milanais, les habitants des villes. Mais je vais vous dire une chose. Les biens vacants qui n'ont pas de valeur coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent à leurs propriétaires, premièrement. Deuxièmement, les collectivités locales ne savent pas quoi en faire. Donc il faut en faire un programme national d'attribution. C'est un programme d'accession à la propriété pour ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas fait pour des cadres qui ont déjà des maisons de campagne. C'est pour des gens qui sont dans les métropoles, qui sont coincés, qui veulent changer de vie, qui n'arrivent pas à le faire. C'est leur rêve. Ils veulent retrouver leurs racines. Ils veulent changer de vie professionnelle aussi. Et il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans tous ces territoires. Et des métiers, d'ailleurs, dont on peut faire l'apprentissage. Et donc, c'est une des métiers magnifiques. Et c'est l'État qui paye, qui casque. Non, ce n'est pas l'État qui casque, puisque Si vous rachetez 1 million de logements. l'État va racheter et attribuer gratuitement contre rénovation. Ça va faire tourner les artisans, remplir les écoles et remettre de la vie dans ces territoires oubliés et abandonnés. C'est une sorte d'exode rural à l'envers. D'accord. Vous dites, Arnaud Montebourg, aussi qu'il faut... J'appelle ça le retour à la terre. Vous dites aussi qu'il magnifique. qu'il faut se remettre à fabriquer en France, sur notre sol, une 60aine de produits critiques. C'est ce que vous disiez l'autre jour, donc favoriser le Made in France. Mais quand on regarde un certain nombre de produits, par exemple les masques, on en a beaucoup parlé, on a créé des sociétés qui ont fabriqué des masques en France, mais en fait c'est très difficile. On se rend compte que finalement ils ont du mal à produire dans des conditions compétitives. Les masques faits en France sont plus chers que ceux Made in China, et aujourd'hui vous voyez des hôpitaux qui continuent à acheter des masques à l'étranger. Donc comment on fait pour favoriser ce Made in France vraiment? D'abord, moi je suis stupéfait de voir qu'on a donné les clés de nos usines aux autres qui les ont installées ailleurs depuis 30 ans. C'est un drame. Par exemple, savez-vous
qu'on importe 1,8 milliard Vous étiez où d'antibiotiques. depuis 30 ans? Non, mais c'est comme si vous constatiez depuis l'extérieur, mais dont vous avez été ministre, vous avez été député, Mais c'est pas comme si vous, depuis 30 ans, vous je étiez vais même ailleurs vous dire- et vous arrivez en France, Oui, vous je découvrez vais vous la dire- désindustrialisation. Je vais vous dire, quand on s'est battu contre Alstom, Arcelor, parce que finalement tout ça, toutes ces pertes, regardez les dégâts, en 15 ans, Arcelor, Péchinet, Alstom, Lafarge, Alcatel, Technip, Essilor, Suez, c'est le dernier. On a failli perdre EDF, heureusement qu'il y avait encore des syndicats pour dire non. Et maintenant, le prochain, c'est Engie, c'est-à-dire Gaz de France. Donc, ils sont en train de le démonter. Donc ça, c'est les œuvres complètes du macronisme. C'est-à-dire que le Made in France, c'est cette destruction-là. Et pour moi, M. Macron est vendeur de la France en pièces détachées. Vous savez pourquoi? C'est un banquier d'affaires, il fait des deals. Et il pense que c'est bon pour la France de Mais là, vendre. vous ne nous dites pas comment on Mais fait il pour faut favoriser acheter. le Made in France. Monsieur Comment Macron, on fait Je vais pour- vous dire, pour je vais vous dire fabriquer, ma comme vous proposition. dites, tout un tas de produits critiques Mais qui par sont exemple- aujourd'hui fabriqués à l'étranger. Comment vous les Par rapatriez en exemple, France? quand vous avez 10 milliards d'importations de médicaments destinés à l'endormissement pour les opérations chirurgicales, par exemple, 10 milliards, ne croyez pas qu'on peut faire 10 usines pour fabriquer ces médicaments parfaitement compétitifs? Il n'y a pas une pharmacie capable de produire de façon compétitive? Et il n'y a pas les finances pour la finance privée ou publique pour monter ces usines? Pourquoi on ne sait pas le faire? Parce qu'on est dirigé par des énarques. Vous voyez le problème? Le problème, c'est qu'on est dirigé par des gens qui ne savent pas faire tourner des projets, construire des projets. C'est des gens qui régentent, vous savez, la vie des autres, qui administrent les Français et qui les regardent avec mépris. Moi, ma première proposition, et excusez-moi de vous dire les choses aussi crûment, c'est un plan social au sommet de l'État. Je veux, à la place, mettre des ingénieurs, des entrepreneurs, des syndicalistes, et des gens qui font tourner la France. Il faut les mettre au pouvoir, Monsieur Montebourg, vous d'urgence, ces savez qu'on gens-là. a besoin Parce de tout le qu'aujourd'hui, monde. on fait des appels d'offres derrière le guichet pour savoir comment on va relocaliser, mais rien ne fonctionne. est-ce que ce sont ces mêmes énarques qui ont conduit à la fermeture de Fessenheim? Et est-ce que vous, président, vous dites, moi, j'ouvre de nouveau Fessenheim? Écoutez, faisons le bilan de Fessenheim. D'abord, il n'y a pas de problème de sûreté nucléaire, puisque l'autorité de sûreté nucléaire n'a jamais dit qu'il fallait fermer Fessenheim. Rappelons-le, s'il y avait eu un problème de sûreté nucléaire, il fallait fermer. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, c'est une décision politique, issue d'un compromis politique, que je juge néfaste. Pourquoi? Parce que quand on ferme Fessenheim, eh bien, on ne peut plus fermer les centrales à charbon sur lesquelles on s'était engagé à la fermeture. Et nous avons aujourd'hui 4 centrales à charbon qui tournent. On ne peut pas les fermer, sinon nous sommes en risque de blackout. Donc en fait, c'est la question du couple et des orientations écologiques de notre pays. Si nous voulons décarboner notre économie, nous allons être obligés de faire ce que tous les pays du monde sont en train de constater, y compris la Chine, un couple, un mix entre énergie renouvelable et nucléaire. Si on veut se débarrasser, pardonnez-moi, monsieur, si on veut se débarrasser du pétrole, moi je suis favorable et je défends dans mon programme un programme de fin du pétrole d'ici 2040. Ça veut dire qu'on diminue tous les ans de 5% le pétrole. C'est énorme. Ce sont des investissements considérables. Est-ce que les écologistes sont crédibles sur le climat? Écoutez, je reviens sur le point de la fin du pétrole. L'écologie du yaka faucon, ça marche pas. Qui la D'ailleurs, porte? Vous le dites à qui? non, mais si vous voulez, les discours généraux. Yannick Jadot? Non, mais je ne dirais pas non, mais les discours généraux où on dit finalement il faut augmenter des taxes carbone partout. D'ailleurs, c'est le projet de l'Union européenne du Green Deal. C'est il y a 3500 pages. Vous avez des taxes à quasiment toutes les pages. C'est assez extraordinaire. Donc je ne sais pas comment tout ça va être accepté socialement par la société, pas seulement française, mais européenne. Les États membres vont devoir tout taxer. Donc on va avoir ce qu'on a connu à l'époque des Gilets jaunes, des révoltes liées à l'impossibilité de vivre dans ce monde. Donc le seul sujet pour réussir l'écologie, la décarbonation de l'économie, eh bien, c'est d'investir dans des solutions de substitution. Par exemple, vous avez 11 millions de chaudières à fioul, à mazout ou à gaz. On les remplace par des pompes à chaleur. Donc, on va monter une industrie de la pompe à chaleur. C'est ça qu'il faut faire. Quand on a 40 millions de véhicules thermiques, on va les remplacer par des véhicules à batterie électrique. Les batteries, c'est les Chinois qui les installent chez nous. On n'a pas. J'avais fait un plan il y a 8 ans, il était abandonné par M. Macron. Vous allez nous l'expliquer. Non, mais c'est quand même incroyable. Mais vous allez nous. Vous m'avez pas répondu si c'était une erreur de fermer Fessenheim avant la pause. Oui. Ah oui, c'est une erreur, oui. Une pause et on revient sur ce sujet et d'autres. À tout de suite. Sonia Mabrouk.
Et on poursuit évidemment cette émission en direct à la fois sur Europe 1 et CNews avec notre invité Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, quand allez-vous vous ranger derrière le mieux placé à gauche ? Écoutez, j'ai des propositions qui ne correspondent pas à ce que défendent un certain nombre de candidats de la gauche. Voilà. Sinon, je ne serais pas candidat. Je ne suis là, finalement, que pour proposer une vision du pays qui est nouvelle et qui n'a jamais vraiment été défendue à gauche, sauf peut-être à un certain moment par Jean-Pierre Chevènement, qui reste pour moi, avec Pierre Jox, les deux grandes références. J'ai apprécié d'ailleurs ce qu'a dit parfois Bernard Cazeneuve, qui se plaint de l'affaiblissement du débat public dans le cadre de cette élection qui commence. Et je peux lui rendre, avec d'autres, cet hommage. Mais il est vrai que les enjeux, à la fois écologiques, climatiques, de souveraineté qui sont devant nous, nous obligent à restructurer finalement la vision que la gauche a toujours eue. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 quinquennats ? Monsieur Montebourg, bien sûr que je suis candidat. Jean-Luc Mélenchon dénonce toutes les candidatures à gauche, éparpillées façon puzzle, et vous dit à tous, il est temps de vous ranger derrière moi. Mais Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis candidat. Et vous aussi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Ah oui, pourquoi ? Parce que la proposition que je formule est une proposition qui est rassembleuse. La sienne est malheureusement excessivement radicale et sectaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis candidat. Je voudrais d'ailleurs ajouter que si on peut faire le compte des 4 quinquennats qui viennent de s'écouler. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Grosso modo, c'est à peu près la même politique. D'ailleurs, vous savez comment ça fonctionne. Les élections présidentielles, c'est la fête. On passe commande au Père Noël. Vous avez des catalogues de mesures formidables. Et puis, le président nouveau est élu. Il prend son avion, il va à Berlin, il prend le train, il va à Bruxelles, il arrive. Et là, le catalogue du Père Noël finit à la poubelle. C'est terminé. Et on fait la même politique. Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont interchangeables. Ils le sont. Vous êtes en train de donner le carburant à une presque candidature d'Éric Zemmour qui dit non, mais écoutez, pas du tout. ils font tous la même politique. Non mais excusez-moi, je pense ça. Je vais pas me couper la langue parce que excusez-moi, je le pense. On a un problème quand même. Sinon on n'en serait pas là. On n'en serait pas là à avoir cette espèce de pays qui d'ailleurs, pour moi, a propulsé Madame Le Pen au 2e tour et qui l'annonce encore, si elle est au 2e tour, pas très loin de la victoire. C'est bien parce qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de l'extrême droite pour traiter les problèmes de notre pays, regarder les questions de souveraineté en face et climatique en face. Ce n'est pas à vous de décider, c'est aux Français. Mais pour ça que je présente mon CV. J'envoie mon CV aux Français. Et je leur dis, nous pouvons avoir une solution, une stratégie républicaine de remontée de ce pays. La remontada, c'est un projet, c'est une stratégie aussi pour la France. Mais si vous êtes le candidat de la souveraineté, si vous êtes le candidat des souverainistes, permettez-moi le mot, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que le candidat de la gauche. C'est-à-dire la gauche n'est plus votre demeure principale. Vous voulez changer le jeu politique. Pour moi, je suis un homme de gauche. Je suis d'ailleurs, et tout le monde le sait, je ne vais pas me repeindre. Tout le monde connaît mes orientations, toutes les positions que j'ai prises. Il n'y en a aucune qui n'est pas dans mon programme pendant 20 ans. La lutte contre les paradis fiscaux, c'est les Pandora Papers. La 6e République, c'est ce que je vous ai exposé sur la question du nouveau partage entre l'Union européenne et l'État membre que nous sommes. Tout ça n'a rien de nouveau. Oui, mais il faut se tourner vers les Français qui eux-mêmes ont quitté la politique et ont tiré les leçons des abandons par beaucoup de ceux, et y compris, j'ai été dans le quinquennat de M. François Hollande, et y compris de ce qui s'est passé à l'époque du hollandisme. Mais imaginez, par je ne sais quel concours de circonstances, que vous soyez élu. Je vous remercie de l'envisager. Parce que moi aussi, je l'envisage. Je constate, nous sommes très sérieusement. Nous ne sommes pas que 2. Peut-être 3. Une fois que c'est dit, vous allez devoir gouverner avec des gens qui ne sont pas exactement de votre chapelle. Et la question que je vous pose, et je vous l'ai posée plus tôt et je vous la pose à nouveau, est-ce que vous préférez gouverner avec des souverainistes de droite plutôt qu'avec des européistes de gauche? La question se pose aujourd'hui. Vous sentez-vous plus près d'un souverainiste qui, à droite, par ailleurs, dit il faut poser la question de la souveraineté au centre, ou est-ce qu'en dernière instance, pour vous, la gauche demeure l'ultime fanion? Alors, je vais vous répondre très simplement. Ma vision de cette question, c'est que pour moi, il faut que nous construisions une sorte de Conseil national de la résistance, nouvelle formule au regard des risques qui pèsent sur notre nation,
allant finalement des gaullistes aux communistes. De Dupont-Aignan, Fabien Roussel. C'est vous qui mettez les noms. Qui sont les gaullistes aujourd'hui avec qui vous voudriez parler? Il y a partout... Michel Barnier. Quelques-uns en particulier. Non, mais il y en a qui s'expriment tout à fait clairement. Tout n'est pas clair. Hein, mais lesquels? mais Tout par n'est pas exemple, clair. Envie de savoir avec et qui je vais vous dire, gouverner. pour moi, ce Conseil national de la résistance, il se construira dans la campagne. Vous Voilà. ne nous répondez pas. Mais quand même. Christian, Mais non. parce que je ne peux pas répondre à comment les choses vont se passer dans cette campagne. Cette campagne, c'est un rassemblement. Non, Les c'est Français trop vont facile. choisir de se rassembler. Ils vont pas rester derrière leur chapelle, Mais leur on a fanion. envie de savoir, Ils vont décider à un moment ou à un Derrière autre. qui, si vous arrivez à les convaincre... Si j'arrive à rassembler, Avec quel gaulliste, par exemple? C'est ben, pas... je pense qu'il y en a de grande sincérité. Lesquels? Par exemple, Et j'en connais quelques-uns, ils ne sont pas connus. Que c'est le qui? les gens troisième pas dont on citer parlait, les c'est noms, lui. hein. C'est qui? Non, mais je suis curieux. Vous deviez en connaître un. Nommez un gaulliste avec qui vous aimeriez gouverner. Un gaulliste marqué à droite, mais qui fait partie de votre équipe, de votre gouvernement. Écoutez, j'en ai dans mon équipe, sincère, voilà. Discret. Vous voulez vraiment Mais vous ne pas les citer de connaissez nom, pas hein. Clandestin. encore. Mais je vous assure que ça m'intéresse de finalement construire ce compromis historique national. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'un pays, quand il est dans la difficulté, il doit s'ouvrir. Donc on ne peut pas rester sectaire, enfermé dans ses certitudes. On doit s'ouvrir sur ce que pense autrui. La politique, Oui. c'est l'altérité. Oui, mais- C'est-à-dire le respect et l'écoute d'autrui. Et il y a des gens qui ne pensent pas comme soi, avec qui on peut faire On ne beaucoup veut de pas choses. vous être désagréable dans cette émission. D'abord, ce n'est pas notre marque ni notre intérêt, mais vu quand même votre score dans les intentions de vote, vous êtes très loin. Très, très loin. Mais Donc, écoutez, Monsieur Mondo, acceptons. D'abord, je suis très loin. vous êtes lucide quand Vous même. savez, il y en a qui ont été très hauts, qui sont descendus très bas. Moi, j'ai été souvent dans les sondages à 0 pendant 6 mois. J'ai fini à 17. Voilà. Et certains qui étaient donnés gagnants ont été battus à plate couture. Donc, je vous conseille, à ce stade, de ne pas trop prendre en considération les intentions de vote. Pour une raison simple, c'est que la campagne commence. Mes propositions infusent. Elle percole et je suis là pour faire avancer mes propositions. Mais vous cherchez à vous convaincre ou vous êtes convaincu de cela? Totalement convaincu. 60. Pourquoi? Parce que l'accueil sur le terrain est formidable. Voilà. C'est toujours le terrain- cas. le hein, terrain, généralement. À gauche, Arnaud Montebourg, vous pensez qu'Anne Hidalgo peut aller jusqu'au bout? Écoutez, je n'ai pas d'opinion, vous devriez l'interroger. Monsieur Montebourg, c'est trop facile. Bah, Elle c'est est pas à trop gauche, facile. dans votre galaxie, on vous C'est demande pas si la trop candidate facile. Je ne sais socialiste- pas ce qu'elle veut faire. Interrogez-la. C'est à elle de vous dire ce qu'elle veut faire. Est-ce que c'est qu'est-ce une qu'elle- erreur de Vous venez de cette casting, famille-là, selon vous vous? venez de cette famille socialiste, vous savez Oui, mais comment j'ai il- rompu comment avec il le Parti pense. socialiste parce que finalement, il avait abandonné et laissé choir les classes populaires, les classes moyennes. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'essentiel de ma campagne ne m'avait pas permis de l'exprimer, mais je peux le dire à cette occasion, et sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire les salaires. On ne parle plus de salaires depuis 20 ans dans ce pays. Les salaires, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est l'essentiel. Gagner sa vie au travail, c'est d'abord la dignité que la société accorde Avec une à la place que proposition vous occupez. sur les charges sociales que vous m'avez déjà développée la semaine, hein, le matin. Vous Oui, avez je une pense proposition. qu'aujourd'hui, le système de financement de la protection sociale surfrappe finalement le travail, l'emploi, l'embauche, les salaires. Et nous pourrions trouver une autre formule de cotisation, toujours gérée par les partenaires sociaux, sur la valeur ajoutée, qui ne désavantagerait plus les industries de main-d'œuvre. Et toutes les simulations qui ont été faites par les instituts économiques montrent que ce passage sur la valeur ajoutée permettrait de créer 700 000 emplois. Ça veut dire, par exemple, une entreprise numérique qui fait 40 millions de chiffre d'affaires avec 20 personnes ne paye très peu de protection sociale, mais elle a beaucoup de valeur ajoutée. En revanche, une entreprise qui fait 200 millions de chiffre d'affaires, qui est industrielle et qui a 2000 personnes, elle paye beaucoup de protection sociale, mais... et du coup, ces marges sont amputées. C'est ce qu'on appelle un impôt de production. Je suis pour que nous fassions évoluer notre système de financement de la protection sociale pour pouvoir soulager l'industrie de main-d'œuvre et créer les emplois qui nous manquent. Des propositions et un candidat qui ira donc jusqu'au bout, malgré les sondages, sur le terrain. Merci Arnaud Montebourg. Merci à vous pour ce D'avoir dialogue. été direct, Oui, Fécond. cash. passionnant. On dit en Expert anglo-saxon. pour nos auditeurs. Les pas sont pas anglo-saxons. Attention. Merci en tous les cas à vous. Merci à Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Et évidemment, je vous souhaite une belle journée sur nos antennes Europe 1 et CNews. Europe 1.